Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin et merci d'être avec nous sur Zone Franche. En 60 minutes, nous amènerons notre invité que vous découvrirez dans un petit instant à se prononcer sur l'actualité en toute franchise. Et cette semaine, c'est l'un des faits qui continue de recueillir des réactions. On ne l'a peut-être pas vu venir en ce moment précis, mais Patrice Talon l'a fait. Il a frappé un autre coup pratiquement un mois après le limogeage de son ministre de la Justice dans un remaniement qui a suivi. Il se sépare cette fois-ci de son ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, et qui faisait jusque-là figure de poids lourd au sein de l'exécutif. Des questions, des supputations et des commentaires sur l'acte en attendant cette voix officielle sur les raisons de ce limogeage, une voix qui ne se fait toujours pas entendre en de pareilles circonstances. C'est l'un des sujets que nous évoquerons avec notre invité, Dr Raoul Glessoubé. Bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes docteur en droit public, vous êtes en droit, vous êtes en droit privé. En droit privé, oui. Voilà. Vous êtes manager des organisations publiques, expert international en gouvernance démocratique, gestion des élections et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ces différents volets, nous les aborderons avec vous tout au long de cette émission. Vous êtes également auteur de l'ouvrage Bénin, une démocratie à rude épreuve, qui est un essai sociopolitique sur les événements au Bénin et en Afrique. Également, acteur politique, vous avez conduit la liste du Parti Les Démocrates dans la 23e circonscription électorale aux élections législatives du 8 janvier 2023. Merci donc de répondre présent à notre invitation. Je suis avec Franck Aounou. Franck, bonjour. Bonjour Christian Dandédian, docteur Raoul Glessoubé, bonjour. Bonjour Franck. Christian l'a dit tout à l'heure, c'est une annonce qui en milieu de semaine a fait l'effet d'un coup de tonnerre, un coup qui a marqué l'actualité. En poste depuis 2016, le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi a été limogé. Avez-vous été surpris de son éviction du gouvernement? Je voudrais d'entrée vous remercier de votre invitation. Nous sommes le dimanche de Pentecôte. Vous me permettrez de souhaiter bonne fête de Pentecôte aux chrétiens béninois, aux fidèles chrétiens béninois et à tout le peuple béninois. À votre question, je répondrai sous deux angles. Le premier angle, c'est que dans un régime présidentiel comme le nôtre, moi je l'appelle souvent un régime hyper-présidentialiste, où le président de la République régente tout. Il est presque omnipotent parce qu'il n'y a pas d'institution dans la République qui lui échappe. Il est au cœur de toutes les institutions. Dans un régime présidentiel comme le nôtre, il appartient au président de la République le choix et la révocation de ses ministres. Cela est d'autant vrai que la Constitution lui en donne les coudées franches. Il peut nommer qui il veut, quand il veut et comme il veut. Être surpris de cette information, oui, parce que depuis 2016, le président de la République ne nous a pas habitués à ce type de fonctionnement. Et nous sommes habitués à ce que lorsque vous êtes nommé par ses soins, vous avez la chance de rayer tout le temps qui sera là. Vous êtes presque inamovible. Donc on n'est pas habitué à ce type de fonctionnement. On ne l'est pas d'autant que au lendemain des élections législatives, qui vous souviennent, il a dit que ces ministres n'auraient pas démérité, qui n'entend pas faire un remaniement au lendemain des élections, qui ne changerait pas l'équipe, qui ne changerait pas l'équipe qui gagne. Bon, donc ça c'est une déclaration forte qui aurait pu rassurer tous ses collaborateurs et au-delà le peuple béninois de ce que on observera une stabilité gouvernementale jusqu'à la fin de son règne. Mais depuis, je crois, le début du mois de mai, on a assisté une première fois au limogeage du ministre de la Justice, après à la dissolution de deux ministères. Et puis maintenant, on est informé par voie des réseaux sociaux que le ministre des Affaires étrangères aussi est limogé. Ça donne un certain malaise
dans le pays, d'autant que lorsqu'on parle de limogeage, cela suppose qu'il y a une faute qui est commise. Et le peuple ne peut pas rester dans l'attente d'être informé sur ces déviances qui auraient pu être observées et qui auraient pu justifier le limogeage de ces deux ministres, c'est-à-dire le ministre de la Justice et celui des Affaires étrangères. La communication en matière de gouvernance des affaires publiques n'est pas facultative. La communication est obligatoire. Elle fait partie des critères de bonne gouvernance dans un État. On pense généralement que la bonne gouvernance n'exige que la bonne gestion des fonds, etc. Non, pour évaluer la bonne gouvernance dans une institution. Vous pensez qu'à la suite de ce limogeage, on devrait avoir des explications? On devrait avoir des explications. À la suite du premier limogeage déjà, du ministre de la Justice, on n'a rien appris. Juste là, personne ne sait les raisons pour lesquelles il est parti. Et pour le cas d'espèce, en attendant que l'information soit officielle, parce que juste là, l'information n'est pas encore officielle, mais généralement, c'est une information. L'information officielle finit par confirmer les rumeurs. Donc, du coup, il était important que le gouvernement fasse de communication pour informer le peuple de ce qu'il s'agit, ne serait-ce que par pédagogie. Ouais. Le deuxième angle de mon intervention sur ce point, c'est que il faut promouvoir la rotation au poste. Il faut promouvoir la rotation au poste pour trois raisons. C'est politiquement prouvé. La politique est une science. Lorsque vous pensez que vous gérez les affaires de l'État et que vous ne faites pas la promotion des élites au poste qu'il faut, au moment où il faut, vous générez des frustrations dans la gestion des affaires publiques. Vous voyez? Premier élément, lorsque vous ne faites pas la rotation au poste, vous érigez des potentats dans votre gouvernement, qui deviennent forts, confortables, inamovibles. Deuxième élément, si vous ne faites pas la rotation au poste, vous générez la routine, la sclérose de l'administration. Les gens, généralement, pour avoir fait 5 ans à un poste, 7 ans à un poste, qu'est-ce qu'ils ont de plus à apporter? C'est la routine, c'est la sclérose. Ils sont plus productifs. Ils sont plus productifs. N'est-ce pas l'exercice un peu difficile pour les chefs d'État lorsqu'on sait que quand vous enlevez quelqu'un, du coup, la frustration naît également dans son rang, et pour certains qui ne savent pas gérer ce genre de situation, ils deviennent en même temps un opposant, quelqu'un qui va contre les idéaux qu'il avait déjà défendus. Oui, c'est ça qui justifie le troisième élément dont je voulais parler pour ce qui concerne les justificatifs de la rotation au poste. Le troisième élément, c'est la gestion du personnel politique. Vous voyez, lorsque vous gérez les affaires publiques, vous devez savoir qu'il y a des attentes légitimes, non seulement de ceux qui vous ont porté au pouvoir, mais des cadres politiques qui sont des cadres intellectuels qui sont dans le pays. C'est d'autant vrai que nous assistons à cette ère, à une forme de mise en marche de beaucoup de cadres, de beaucoup d'intellectuels au profit des gens qui viennent d'ailleurs, des gens, des experts qui viennent dans le pays ou des gens d'autres nationalités qui viennent dans le pays. Donc il faut savoir gérer ce personnel-là. Et ce que vous dites est vrai, mais la gestion du personnel politique, dans le principe de rotation, vous pouvez déplacer la personne pour la mettre ailleurs. Vous ne déplacez pas la personne pour la laisser en rade. Quand vous la déplacez, c'est un peu comme l'un des ministres dont le ministère a été dissous, mais qui est devenu parlementaire. Vous voyez? Donc, il y a des mécanismes. L'éventail du pouvoir est large. Lorsque vous déplacez un pion et qu'il est proche collaborateur et vous pensez qu'il vous est utile, vous le mettez ailleurs pour éviter les frustrations. Alors, nous sommes en train de passer le cap de 7 ans. Il reste à Patrice Talon, je dirais pratiquement 3 ans de gouvernance. Est-ce qu'à ce moment précis, il peut, suivant vos explications, les explications que vous venez de donner, procéder donc à un remaniement pour contenter ceux-là qui sont encore en attente? Moi, j'estime pour ma part que, encore une fois, il lui appartient de savoir dans son agenda ce qu'il a à faire pour contenter ses collaborateurs et pour mettre à l'aise le peuple béninois dans sa gouvernance. S'il estime, parce qu'il a refusé de remanier, mais in fine, on assiste à un remaniement à brûle pour point. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on nous a fait cette déclaration, mais au fil du temps, on se rend compte qu'on fait le remaniement au coup par coup. Bon. Cela suppose qu'il y a une nécessité de remanier.
peut-être au-delà qu'il y a une nécessité d'études organisationnelles du gouvernement pour pouvoir, pour le temps qui reste, espérer que les résultats soient atteints et que la gouvernance tienne la route. Donc je pense qu'il lui reviendra d'apprécier au regard de ce qu'il vit dans sa gouvernance. Mais nous autres, de loin, on estime qu'on assiste à un remaniement à brûle pour point. Alors justement, on va prendre au cas par cas le cas de Séverin Quenome. On sait ce qu'il est pour Patrice Talon ou ce qu'il a été pour Patrice Talon. On prend récemment le cas de Aurélien Abenossi. On sait que c'est un homme de main de Patrice Talon, un diplomate bon teint. Quand il se débarrasse de cette manière de ceux-là en qui il avait placé une certaine confiance, quel avenir voyez-vous pour lui, l'homme d'État, le président de la République, et pour ceux-là qui sont partis? Vont-ils se mettre dans une situation de, je ne sais pas, de personnes qui vont en vouloir au chef de l'État? Oui, de toute façon, la révocation d'un personnage politique par celui dont il tient la nomination est source de frustration. Est source de frustration, naturellement. Même si on vous repositionne ailleurs et que c'est là où on vous repositionne n'est pas toujours égal à là où vous étiez, il y a toujours, ça génère une sorte de frustration. Mais encore une fois, le régime dans lequel nous sommes, le chef de l'État est la clé de voûte de la République. C'est-à-dire que c'est lui le grand manager. Il a la possibilité de faire ce qu'il veut, quand est-ce qu'il veut. Donc, frustration, certainement qu'il en aura. Mais est-ce que ça va être des frustrations au point d'ébranler sa gouvernance politique? Je ne pense pas. Encore que ceux qui sont sortis du gouvernement, quelle est leur influence politique sur le territoire? Bon, je ne sais pas. Donc, je pense, au regard de l'expérience que nous avons de la gouvernance du président de la République, que cela ne pourrait pas l'empêcher de foncer. Sauf que lui-même va être affecté d'une manière ou d'une autre. Parce que se séparer de ses collaborateurs, pas limogeage. On n'a pas fait un remaniement pour que les gens sortent du gouvernement comme si de rien n'était. S'il y a limogeage, c'est qu'il y a faute. S'il y a faute, c'est qu'il y a trahison de confiance. Ouais, ça va affecter lui-même sa posture. Il va se dire, je suis avec des gens qui, a priori, ne sont pas des gens de confiance. Alors, mais lorsqu'on sait que nous venons de terminer les élections, ce sont des gens qui ont mouillé peut-être le maillot et que nous sommes à quelques années encore de la fin du mandat, un mandat au thème duquel le chef de l'État est censé partir pour avoir fait déjà 2 mandats. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque à cela? Est-ce que dans l'opinion, est-ce que ça va être bien compris? Est-ce que ça aura un écho favorable? De toute façon, c'est pourquoi je dis qu'il faut communiquer sur les raisons. Et lorsque les raisons sont connues et que c'est des raisons valables, ça peut peut-être faire voir autrement la gouvernance du président de la République par le peuple béninois. Si c'est des fautes avérées qui ont été commises par ceux qui ont été relevés de leurs fonctions et que le chef de l'État informe par les voies appropriées le peuple de cette faute-là, le peuple comprendra pourquoi on les a limogés. Mais si on fait blackout, on fait rétention d'informations, ça ira dans tous les sens. On a même appris par ailleurs que le ministre qui vient d'être limogé aurait déposé sa démission avant d'être limogé par la suite. Bon, quelle est l'information qui est la vraie? Il faut qu'on nous en parle. Ouais. Lorsqu'on nous aura parlé et que le peuple comprendra, peut-être que le peuple comprendra davantage le président de la République pour les actes qu'il a posés. Voilà. Faut-il, à votre avis, redonner une nouvelle image? Faut-il que le chef de l'État redonne une nouvelle image à son pouvoir? Qu'est-ce qui doit être fait? On a besoin d'une équipe compacte pour mieux affronter 2026. Nous approchons à grands pas. Au niveau des chapelles politiques également, certainement, ça se prépare. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'asseoir et redéfinir un peu les cartes, à votre avis? Je crois, je ne vais pas vous laisser aller dans ce gouffre. Une bonne équipe pour mieux affronter 2026. Le chef de l'État veut encore affronter 2026? Non, pas ça. Pour le régime, je veux parler du système. Ah bon, le système politique. Ouais, le système politique, d'accord. C'est sûr, peut-être qu'il aura des candidatures à l'interne de la majorité. Mais moi, je pense
à partir du moment où le président de la République, en temps normal, ne devrait plus être candidat à rien, notamment en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2026, il sera question d'une recomposition de l'échiquier politique national. Vous voyez, c'est-à-dire que vous verrez peut-être une partie de la majorité actuelle s'associer à une partie de l'opposition actuelle pour porter une candidature. Ou alors une partie de l'opposition actuelle va s'associer à une partie les de... démocrates sont dans cette dynamique. Il y aura une reconfiguration. Les démocrates sont-ils dans cette dynamique? Les démocrates sont dans la dynamique de rassembler les gens, de rassembler, de ratisser le plus largement possible pour porter une vision au pouvoir. Oui, dans le second point, on va parler politique, on va parler des démocrates, on va parler de tout ce qui se prépare pour 2026. Mais on va continuer avec cette actualité. La conséquence directe, c'est que tous les ambassadeurs en poste sont convoqués sur Cotonou. Qu'est-ce que vous pensez que le chef de l'État qui veut bien les rencontrer leur dira? Oh, écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais cela témoigne davantage de ce qu'il y a une crise au sein du gouvernement. Ouais, convoquer tous les ambassadeurs pour une séance présentielle du président de la République lui-même, cela suppose qu'il y a une crise au sein peut-être du gouvernement ou au sein de la diplomatie béninoise. Bon, donc on attend de ce qu'il en ressortirait si, encore une fois, le gouvernement ne fait pas rétention d'informations. À l'issue de cette séance, on pourra informer le peuple de ce qu'il en est. Alors, la fin de règne, est-ce que c'est ça qui se prépare comme ça avec ce que nous observons au sein du gouvernement, les décisions prises par le président de la République? Est-ce qu'il va réussir à bien négocier son départ? Bon, est-ce que c'est pas trop tôt de parler de syndrome de fin de règne? Bon, de mon point de vue, c'est trop tôt. Nous sommes encore à 3 ans de l'échéance de 2026 et ces 3 ans pourraient déterminer beaucoup d'autres choses. Donc, le pouvoir, moi j'estime pour ma part que le pouvoir du président Talon continue d'être fort. Et dès lors, bon, on ne parlera pas de sitôt de syndrome de fin de règne. Voilà. D'accord. Alors, on va évoluer, si vous voulez bien, docteur Raoul Blessobé. On va parler maintenant de cette actualité que vous avez suivie très certainement, la Cour constitutionnelle, avec le visage de la 7e mandature qui est connu également au cours de cette semaine. Nous avons des noms comme Dorothée Sosa, Dandi Yamo, Michel Adjaka, ancien président de l'UNAMAV, Aleya Gouda Bako, Nicolas Asogba, Vincent Kakpo, Mathieu Adjovi, des figures béninoises bien connues. Votre commentaire sur la composition de l'équipe en attendant son installation au mois prochain. Le 6 juin. Je crois qu'il faut déjà féliciter ces personnalités qui ont été promues à cette institution. Pour la plupart, on sait que c'est des personnalités de bonne trempe qui ont prouvé quand même dans leur carrière professionnelle ce qu'ils sont en termes d'éthique, en termes de praticiens de droit. Donc je pense qu'il faut saluer ça. C'est des personnalités pour lesquelles, pour la plupart, moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Mais cela étant, il faut voir le mode de désignation de ces membres de la Cour. Et encore une fois, nous avons constaté avec amertume que l'opposition a répondu absente à cette Cour. Parce que le mécanisme de désignation des 7 membres de la Cour, c'est 3 par le président de la République et 4 par l'Assemblée nationale. On n'a vu aucun opposant, on n'a vu aucune personnalité désignée par l'opposition, incarnée par le parti des démocrates. Mais le bureau de l'Assemblée nationale, il y a quand même un opposant du parti des démocrates, le deuxième vice-président de l'institution. Bien sûr, il a participé donc à la désignation de ses membres. Il y a un opposant, oui. C'est vrai, il y a un opposant, mais le mécanisme de désignation, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, mais ce que j'ai entendu dire, c'est par vote. Si c'est par vote, pour les cas passés, je ne sais pas ce qui s'est passé pour le cas d'espèce, si c'est pas vote et que vous êtes minoritaire, qu'est-ce que vous pouvez? C'est pourquoi il faut rechercher le compromis. Dans ces genres de situations, il faut rechercher le compromis pour dire sur 4 membres. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu donner au moins un seul
siège à l'opposition, ne serait-ce que pour apaiser le processus démocratique dans notre pays qui a connu beaucoup de déviance depuis quelques années. C'est ça qui s'est passé à la Sénat et aux dernières élections législatives. Vous avez constaté, l'opposition a été absente à toutes les étapes. À la Sénat, l'opposition n'y était pas. Les coordonnateurs d'arrondissement, même les agents électoraux, l'opposition n'a mis personne. Et ça a suscité beaucoup de polémiques en termes de crédibilité, de transparence des élections. Donc, une institution de cette importance, la Cour constitutionnelle, et qu'on ne veuille pas donner ne serait-ce qu'un siège à l'opposition, c'est gênant. C'est gênant de mon point de vue. Cela dit, ceux qui ont été promus, ils doivent faire appel à leur fibre patriotique. Parce que les cours constitutionnels, les cours et conseils constitutionnels, en général, sont à l'avant-garde des crises politiques que nous observons dans nos États de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, au Mali, c'est à l'issue des élections législatives de 2020 qui avait suscité des critiques acerbes de fraude, alors que le Conseil constitutionnel avait proclamé les résultats en faveur de la majorité. Donc ça a entraîné ce que nous avons vu jusqu'à la déstabilisation du président d'alors, parce qu'il y avait un enjeu de terrorisme qui était dans le pays, et lorsque la flamme politique s'est allumée, ça a fait dégénérer. Et nous avons vu ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, en 2011, il ne vous aura pas échappé la crise de l'élection présidentielle qui a vu... Laurent Gbagbo. Pardon? Déchu. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça. Les cours et conseils constitutionnels dans les États francophones et les cours suprêmes dans les pays anglophones sont à l'avant-garde des crises sociopolitiques. Donc, il faut faire en sorte... Au Bénin, la sagesse a souvent gouverné... a toujours régné au niveau de la Cour, non? Ce n'est pas évident. Oui, les décisions qui sont prises. Peut-être que vous êtes plus jeune, mais je ne sais pas si vous avez vécu la situation de crise en 1996 avec la présidente Pouyon. Quand le président Soglo avait échoué aux élections présidentielles de 2016, la Cour Pouyon a dû, pour proclamer les résultats, se retrancher au niveau de la BCEAO pour donner les résultats. Parce qu'il y avait de l'étincelle dans l'air. Donc, les cours et conseils constitutionnels sont généralement porteurs de crises politiques. Donc, il faut attirer l'attention de ceux qui viennent d'être nommés pour qu'ils en tiennent compte dans leur fonctionnement, qu'ils en tiennent compte dans leurs décisions. Qu'est-ce que ces personnalités-là doivent faire? Elles vous écoutent en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme directive, comme conseil? Non, est-ce qu'il serait prétentieux de leur donner des conseils? Ils savent, j'ai dit tantôt que c'est des personnalités qui tiennent la route, qui ont la science qu'il faut. Mais ce que moi je dis, c'est au regard des expériences que je parle. Il faut attirer leur attention sur ça. Et vous voyez, en ce qui concerne la Guinée-Conakry, oui, on a révisé la Constitution. La Cour a donné sa caution. Et Alpha Condé, croyant être élu, il a été rattrapé par les militaires. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal, où le président Macky Sall est tenté par le 3e mandat. Encore une fois, c'est la Cour. Parce que le cas Sénégal, en 2001, quand le président Wade avait été élu en 2000, il a révisé la Constitution en 2001 pour porter le mandat de 7 ans à 5 ans. L'enfer étant pavé de bonnes intentions, on croyait que c'était de bonne foi. Il a réduit son propre mandat. Mais au fil du temps, après le premier mandat en 2007, il a été réélu. Mais une fois réélu, il remodifie la Constitution pour porter le mandat de 5 ans à 7 ans. Et il se prévaut de ça maintenant pour candidater à un 3e mandat. Et Macky Sall est venu au pouvoir en 2012. Bon, pour un mandat de 7 ans. Il est en train de faire son premier mandat en 2016. Il révise la Constitution pour porter le mandat de 7 ans à 5 ans. L'enfer étant à nouveau pavé de bonnes intentions, tout le monde pense qu'il a réduit son mandat pour partir. Mais maintenant, il se prévaut de ça pour candidater parce qu'il estime que le mandat qu'il a fait de 2012 à 2019 ne doit pas être compté et après la révision de la Constitution qui a intervenu en 2016. Donc, les cours et conseils constitutionnels apportent leur constitution au tripatouillage des constitutions.
Et c'est ça qui génère des crises. C'est pourquoi il faut attirer l'attention. Nous sommes à une période où il y a beaucoup de supputations. Vous voyez, au sortir des élections législatives, on pense qu'on va réviser la Constitution. D'autres pensent qu'on n'a même pas besoin de réviser la Constitution pour aller à un troisième mandat. Donc, il y a beaucoup de supputations. Donc, il faut attirer l'attention de cette nouvelle Cour dessus pour qu'elle sache la conduite à tenir par rapport à toutes ces situations. Et la question, parce que nous avons déjà beaucoup de problèmes dans le pays. Vous avez le terrorisme qui sévit dans le pays au nord. Et s'il y a d'autres crises sociopolitiques qui s'en rajoutent, ça veut dire qu'il y a à craindre. Il y a à craindre, justement. Et vous parlez justement des troisième mandats. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara. Vous avez donné l'exemple de Macky Sall au Sénégal et dans bien d'autres pays. Qu'est-ce que cela vous inspire, les troisième mandats? Oui, troisième mandat. Moi, je pense qu'il faut... si on doit analyser dans l'angle scientifique, il faut reconnaître que dans le monde entier, tous les chefs d'État sont tentés par un troisième mandat. Première chose. Deuxième chose, vous devez vous rendre compte que même les États les plus démocratiques du monde n'ont pas limité le mandat au départ. Je prends les États-Unis. Les États-Unis, jusqu'en 1940, les États-Unis n'avaient pas limité le mandat. Ils appliquaient une coutume de limitation, coutume constitutionnelle de limitation. Ce n'était écrit nulle part, mais chaque président élu faisait 2 mandats. Mais en 2004, quand Franklin Roosevelt a pris le pouvoir, il a fait un 3e mandat, il était à un 4e mandat quand il est décédé. Pourquoi il a fait un 3e mandat et un 4e mandat? À cause d'une situation exceptionnelle, la Deuxième Guerre mondiale. Face à cette situation, le peuple américain a dit il peut continuer. Il était à son 4e mandat quand il est décédé. En France, la Deuxième République française, avec Alès Tocqueville, lui, il avait fait un mandat. C'était un mandat unique. Louis-Napoléon est venu accéder au pouvoir. Il était à son mandat unique, mais voulant poursuivre la gestion de l'État, il s'est fait un coup d'État pour rester. Ouais. Donc il y a toujours des velléités, des tentations, partout. Donc c'est juste, c'est en 2008 seulement que la France a limité, le 23 juillet, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, la France a limité le mandat à 2. Mais quand on vient dans d'autres pays comme le Pérou, au Pérou, vous devez constater que le président Philippe comment on l'appelle déjà, Philippe Fujimori, on l'appelle, Fujimori. Lui, il était à son 2e mandat quand il a révisé la Constitution en 96 pour faire un 3e mandat. Le top a été donné en Afrique de l'Ouest par Blaise Compaoré en 91. Il a révisé la Constitution pour faire plusieurs mandats. Après, c'est le Togo en 2002. En 2001, Lansana Conté a révisé la Constitution pour faire un 3. Il a même sauté, lui, le verrou de l'âge de 70 ans. Ouais. Donc, les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Mais quand nous revenons au Bénin, la révision de la Constitution est porteuse de crise dans notre pays. Aujourd'hui, vous devez constater que toutes les fois, le président Kérékou n'a pas réussi à le faire. Il y avait des velléités. Le président Yahi, il n'a pas tenté, mais on l'a soupçonné. Il a voulu tenter, mais à titre objectif, on l'a soupçonné de faire un autre mandat, mais les gens ont refusé. Mais la dernière fois, en 2019, à la faveur de l'Assemblée qui était monocolore, totalement acquise à la cause du pouvoir actuel, on a révisé la Constitution en 2019. Mais qu'est-ce qui manque dans cette révision pour qu'on veuille encore faire à nouveau? Je ne sais pas. Oui, mais le chef de l'État lui-même, le chef de l'État lui-même a dit qu'il est à son dernier mandat. Dès lors qu'il a dit qu'il est à son dernier mandat, en principe... Il a bien dit le second. Oui, il a dit le second mandat. Oui. Bon, très bien. Second mandat, s'entend dernier mandat. Oui. S'il est à son second mandat ou à son dernier mandat, ça devait faire toutes les supputations. Ça veut dire qu'il ne peut plus être candidat. Il ne peut plus être candidat. Oui, mais on a parlé du contenu de cette révision-là. Pourquoi ça craint autant? Ça craint parce que c'est la crise de confiance. Ça craint simplement, je vous ai cité l'exemple du Sénégal. Parce que toutes les fois que vous révisez, et en cette période où vous êtes tenté, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est-à-dire que quand vous êtes au pouvoir,
Personne n'a envie de partir du pouvoir, c'est clair. C'est pourquoi la limitation du mandat est comme un antidote. Est comme un antidote à un règne à vie. Vous voyez, à une sorte de confiscation et de patrimonialisation du pouvoir. C'est-à-dire que quand l'appel du gendarme est le début de sagesse, quand vous savez que les mandats sont limités, vous vous dites, bon, dès lors, il faut s'en tenir à son deuxième mandat et partir, laisser d'autres continuer. Le président lui-même a dit, dans notre constitution, oui, ça a été dit, le président lui-même l'a dit. Le président a dit, je ferai, quand il ambitionnait faire un seul mandat, parce qu'au départ, il avait dit un seul mandat. C'est ça qu'il a dit. Et à cette occasion, il a dit... Ça, c'était pas constitutionnel. Bon, mais c'était une déclaration personnelle. Déclaration personnelle. Et il a dit, je ferai un seul mandat. Quand il le disait, il a dit, même s'il arrivait que la Constitution n'était pas révisée, comme il le voulait, il va faire, lui, un seul mandat pour prouver aux Béninois qu'on peut faire le job en 5 ans. Bon, donc il est en train de faire 10 ans, je ne trouve pas de raison qu'il veuille encore faire un troisième mandat. Je pense que pour ce qui concerne notre pays, il faut éviter d'ouvrir ce chantier-là, qui est chrysogène. Il faut éviter d'ouvrir ce chantier et s'en tenir à la stabilité relative que nous avons dans le pays aujourd'hui, pour gérer les crises que nous avons, notamment la crise de terrorisme. Mais aujourd'hui, vous avez la chance de vous retrouver, je vais parler des démocrates, vous parlez du parti, de vous retrouver, d'avoir des députés à l'Assemblée. Vous pouvez faire barrage à ces genres de projets, non? Oui, écoutez, les démocrates constituent aujourd'hui une minorité de blocage au regard de la Constitution actuelle. Si on doit réviser sans aller au référendum, les démocrates, les députés des démocrates constituent une minorité de blocage. Si on veut réviser pour aller au référendum, les démocrates constituent également une minorité s'il n'y a pas de trahison au sein des députés de la majorité, dans aucune des hypothèses, on ne saurait réviser la Constitution pour permettre... Des députés de la minorité. Oui, de la minorité. Oui. On ne saurait réviser la Constitution pour prétendre à quoi que ce soit. Mais est-ce qu'on a besoin... Et là, c'est la problématique aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de réviser la Constitution avant d'aspirer à un troisième mandat? C'est ça. Vous avez des craintes? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de réviser la Constitution avant de tenter d'aller à un troisième mandat? Comment ça peut se faire? Au regard de l'exemple que vous avez cité pour le Sénégal, actuellement, notre Constitution a été révisée en 2019. On est d'accord? Oui. On a touché à certains fondamentaux en 2019. Déjà, c'est une brèche. Donc, faisons très attention, restons vigilants. D'accord. On va revenir à la Cour constitutionnelle avec les nouvelles figures et les noms qui sont cités. Qui va-vous présider cette institution? Tous sont valables pour présider l'institution de mon point de vue. Tous sont valables, mais encore une fois, ceux qui les ont nommés ont certainement défini le cahier de charge de chacun. Mais moi, j'aurais bien voulu voir la tête de cette institution, le professeur Dorothée Sousa. Si cela ne tenait qu'à mon avis, parce que je vois que c'est une personnalité forte au plan intellectuel, au plan d'éthique, au plan de vision. Donc, s'il m'était donné d'exprimer mon point de vue, mon avis, je porterai mon choix sur le professeur Dorothée. Quoique tout le reste ont les potentialités requises pour présider l'institution. Voilà. Alors, on va parler de la politique nationale, avec le système partisan qui est en cours et le fonctionnement des partis politiques. Dans notre introduction, on le disait, vous avez fait l'expérience des élections, vous avez été candidat aux élections législatives sur la liste des démocrates dans la 23e circonscription électorale. Un saut en politique, une première expérience, comment l'avez-vous vécu? On parle de vous. Oui, je crois que c'était une expérience assez passionnante. Ma candidature était suscitée par beaucoup de camarades, beaucoup de militants qui estiment me voir les représenter au Parlement. On s'est battu dans des conditions très difficiles. Vous savez, la 23e circonscription est ce qu'elle est, parce qu'elle est prétendument le fief du pouvoir, le fief du président de la République. Nous avons fait l'option d'aller au charbon dans cette circonscription
alors que nous avions la possibilité de nous prévaloir dans d'autres circonscriptions, notamment dans la 6e. Mais on s'est dit qu'il faut aller sur le terrain difficile. On l'a fait, on n'a pas démérité, parce que les résultats ont été ce qu'ils sont. Nous avons pris acte de ce qui s'est passé, mais pour nous, jusqu'à présent, nous estimons que les démocrates avaient enlevé un siège. Ce n'est pas la peine de revenir dessus. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle, mais la Cour a cru devoir nous débouter. Nous avons pris acte. Mais moi, je tire des leçons. Oui. Je tire 3 leçons fondamentales. La première leçon que je tire, c'est qu'il faut faire une relecture de notre code électoral. Il faut faire une relecture de notre code électoral. Totale, ou bien il y a des aspects spécifiques? Il y a des aspects spécifiques qui font l'objet d'incongruité, d'incohérence. Je vous donne un exemple. Dans la loi, il est dit que chaque représentant de parti politique devra retourner avec une feuille de dépouillement et un procès verbal de dépouillement. On est d'accord? Nous avons 7 partis en lice. Oui. Les 7 partis en lice devraient chacun, en se retournant, avoir une feuille de dépouillement et un procès verbal de dépouillement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Cour a fait 5 feuilles de dépouillement et 5 feuilles de procès verbaux pour 7 parties. Et tenez-vous tranquille, pour la répartition de ces 5 feuilles conçues par la Sénat, une feuille devrait aller obligatoirement de droit à la Cour constitutionnelle, une de droit à la Sénat, une de droit à l'affichage, une de droit au coordonnateur d'arrondissement. Il restait une seule. Mais la seule qui restait pour cette partie qui va l'arracher. Mais c'est pourquoi quand moi j'étais à la Cour, parce que j'étais recourant à la Cour m'a dit, est-ce que vous avez la feuille de dépouillement et le procès verbal de dépouillement pour prouver ce que vous dites? J'ai dit, écoutez, le représentant de la Sénat est venu ici. Mais c'est eux qui ont conceptionné 5 feuilles de dépouillement pour la répartition que je venais de supra-énumérer. Mais la seule, voulez-vous qu'on transforme les bureaux de vote en jungle pour que le plus fort arrache au plus faible la seule feuille de dépouillement qui existe ou le seul procès verbal de dépouillement qui existe pour s'en prévaloir devant votre auguste institution? Non. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas venir avec les feuilles de dépouillement. Donc, vous auriez pu demander à la Sénat pourquoi elle n'a pas fait autant de feuilles de dépouillement pour autant de représentants de partis politiques. C'est une incohérence. Donc, voilà des choses pour lesquelles il faut faire la relecture du code. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous devons cultiver les vertus démocratiques. Montesquieu a dit, en matière de démocratie, il y a 2 vertus. La légalité, c'est-à-dire la loi, et l'égalité, c'est-à-dire nous sommes tous égaux devant la loi. Dès lors, lorsqu'il y a une compétition électorale, il faut que les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, qu'ils aient les mêmes droits pour compétir. Lorsque le jeu de compétition est faussé à la base et que vous ne donnez pas les mêmes chances à tout le monde, vous biaisez avec la procédure. Et dès lors, même ceux qui sont élus ne seront pas élus avec gloire. Parce qu'ils n'ont pas été au péril. On dit, avec sans péril, on triomphe sans gloire. Ils ont triché avec leur conscience. Ils ont triché avec les lois. Ils ont triché avec les procédures. Dès lors, ils ne peuvent pas s'en prévaloir. La troisième chose que je voulais dire, c'est quoi? Au regard de mes expériences pour cette élection, c'est qu'il n'y a pas de citadelle imprenable. La 23e circonscription électorale qui était vue comme une circonscription difficile, nous l'avons pénétrée, nous avons battu à plusieurs bureaux de vote des partis qui se disent forts dans la circonscription. Moi, je n'ai fait la campagne que pendant 2 mois, parce qu'on n'était pas au pays. Je suis rentré à moins de 3 mois des élections législatives. Si vous aviez eu si j'avais plus de temps, je pense que c'est pas évident qu'ils s'en sortent, qu'ils sont fiers de s'en sortir. Alors, vous avez vu quelle population sur le terrain? Ils étaient dans quel état d'âme? Puisque vous n'étiez pas au pays. Quand vous êtes revenu, quel sentiment vous avez eu en allant au contact de ces populations-là? Non, j'ai constaté qu'il y a un sentiment de désarroi, de détresse au regard de ce qui se passe dans le pays. C'est des mots forts. Oui, de désarroi, de détresse au regard de ce qui se passe dans le pays. Ouais, les gens pensent qu'ils ne sont pas épanouis. Les gens pensent qu'ils ont des difficultés à vivre. Ils pensent, ils vivent des difficultés. Ils vivent des difficultés à tout point de vue. Ouais, peut-être que c'est pas facile de gouverner.
C'est pas facile de gouverner. C'est éprouvant. Le gouvernement, sans doute, fait des efforts, mais les populations ne s'y retrouvent pas. Ne s'y retrouvent pas au regard d'un certain nombre de paramètres. Peut-être la cherté de la vie, peut-être les tasses qui tombent dessus à tout vent, peut-être tout ce qu'il y a comme sur tasse, hein, l'électricité, l'eau, etc., etc. Alors que bon, les revenus n'ont pas augmenté outre mesure. Donc tout ça fait qu'il y a des difficultés dans le pays. Les gens vivent cette détresse. Les gens pensaient se libérer. Les gens pensaient être soulagés à travers ces élections, mais encore une fois, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs telle qu'on aurait souhaité au Parti les démocrates. On espère que le meilleur reste à venir. Mais vous avez quand même eu 28 députés à l'Assemblée nationale et certains de en tout cas de vos camarades, puisque vous n'avez pas eu la chance de siéger à l'Assemblée nationale, mais des 28 députés, il y a certains qui ont quand même fait des promesses à leurs militants, à ceux-là qui ont voté pour eux, soi-disant qu'une fois qu'ils seront au Parlement, eh bien, les choses vont changer. Promesses utopiques ou réalisables? Moi, ce n'est pas les promesses qu'ils ont faites, mais pour ma part, il faut faire la part des choses. La part des choses, il revient au gouvernement de définir, de mettre en œuvre la politique publique dans le pays. Le Parlement ne vote le budget pour ça. Le Parlement n'est pas à l'opérationnel. Le Parlement n'est pas à la mise en œuvre. Si vous mentez aux militants que vous allez leur construire des écoles, vous allez leur trouver des emplois, vous allez leur construire des hôpitaux, des routes, etc. Vous n'avez rien dit de tel. Vous n'avez fait économie. Vous n'avez rien dit de tel pendant. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. Ce que j'ai dit par contre, c'est quoi? Au Parlement, je vais m'employer, si les démocrates ont la majorité, pour que nous puissions déstresser le peuple à travers les surtasses. Parce que là, au moins, nous votons le budget. Nous pouvons nous engager pour diminuer les tasses, pour alléger les impôts, pour que les populations soient soulagées. Je me suis engagé pour ça quand j'étais en campagne. Je me suis engagé pour que, si les démocrates avaient la majorité, qu'on travaille pour améliorer notre vivre ensemble, pour que ceux qui sont en prison, pour des questions politiques, qu'on travaille pour les libérer, pour que ceux qui sont en exil, qu'on supplie le président de la République, pour qu'on travaille, pour qu'ils reviennent dans leur pays, pour qu'on construise le pays. Donc je me suis engagé sur ces choses-là. Je me suis engagé sur le terrain de l'état de droit. Il faut travailler en sorte que nous ayons des lois qui protègent le citoyen et non des lois qui exposent le citoyen. Donc, c'est sur ces chantiers-là que moi, je m'étais engagé. Je ne m'étais pas engagé sur des promesses utopiques. Et je crois que les autres candidats du Parti les démocrates ont fait la même chose. Alors, les démocrates, justement, au titre de financement des partis politiques, ont reçu de l'argent. Comme la FCBE, le BR, l'UPR, l'UP, le Renouveau, beaucoup de millions. On a vu les votes sourire en prenant les... de millions. Quoi, c'est ça et quelques millions. Ah bon, c'est bien suffisant pour sourire, quoi. Oui, c'est une bouffée d'oxygène qu'on le veut ou non. C'est vrai. Vous avez une idée de ce qu'on va faire de cet argent au niveau du parti? Oh, écoutez, on va déjà commencer par payer les dettes. On va déjà commencer par payer les dettes. Voilà. Parce que, vous savez, le parti, les démocrates, c'est un parti de l'opposition. Et vous savez que c'est un parti qui s'est beaucoup enterré. Moi qui suis ici, j'ai été candidat et je sais ce que j'y ai mis. C'est pas facile. On comprend maintenant pourquoi vous avez dépensé beaucoup de milliards. Enfin, parce qu'il fallait s'endetter pour battre campagne. En face d'une machine de la majorité ou en face des machines de la majorité qui étaient redoutables, qui étaient illimitées dans leur engagement financier, il fallait faire le minimum pour se voir accompagné par le peuple. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc avec les miettes dont vous parlez, les 100 et quelques millions, il faut déjà que 118 millions. Il faut déjà que les dirigeants du parti les démocrates commencent par honorer leurs dettes. C'est ce que je vais dire. Vous attendez qu'on vous aide à rembourser vos dettes ou vous n'en avez pas? Ah, si on m'aide, je vais prendre. Si on m'aide, ma main est tendue. Mais je pense que la priorité c'est déjà de commencer par payer les dettes. Voilà. Le chef de file de l'opposition revient aux démocrates en attendant la prise de décret. Le parti et son président ont-ils déjà une feuille de route? Sans doute oui, mais encore une fois, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec le président et somme toute, le parti Les Démocrates est une grande organisation politique. Un travail a dû se faire à un niveau, parce que moi je ne suis pas au bureau politique du parti, même si j'ai été candidat, donc je sais que les responsables politiques
que nous avons en nos bonnes consciences et ils sont en train de travailler dessus pour que, en cette qualité de chef de file de l'opposition, qu'on puisse relever les défis qui attendent l'opposition. Moi, je ne vois pas le positionnement de chef de file de l'opposition comme appartenant spécifiquement au Parti Les Démocrates. Ça va au-delà. Il faut que le Parti Les Démocrates rassemble le plus large possible. Ouais, donne la main à FCDE, donne la main au parti Grande Solidarité Républicaine. C'est le parti qui anime l'opposition pour aller vers la conquête du pouvoir. Entre-temps, la FCDE, qui était chef de file de l'opposition, a tendu sa main vers les démocrates, mais qui n'a pas saisi cette main tendue. Oui, naturellement. Qu'est-ce que vous en savez? Mais ce qu'il y a à dire, c'est quoi? La forme dans laquelle FCDE avait pris ce chef de file de l'opposition n'était pas une forme qui pourrait rassembler. Je sais que le président Roumpé avait fait des efforts, mais il est encore temps de mettre en synergie tout ce qui a été fait pour taire les querelles passées, taire ce qui éventuellement divisait l'opposition, qui n'est rien devant ce qui devrait les rassembler pour aller à la conquête du pouvoir. D'accord. Ouais. Vous avez vu votre président d'honneur, le président Boni Yayi, dans un autre rôle. Comment le regardez-vous? Comment l'appréciez-vous? Quand vous voyez Boni Yayi chanter avec sa guitare, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, il y a un adage qui dit qui bien chante deux fois prie. C'est-à-dire? Qui bien chante deux fois prie. Le président Yayi Boni est un personnage politique exceptionnel. Et on lui aura tout reproché, on ne peut rien lui reprocher sur sa foi chrétienne. Et il est conscient que lorsque vous chantez à Dieu, vous priez deux fois. Et c'est ça qu'il essaie de faire. Et je pense qu'il a la bonne adresse parce que nous tous, nous croyons en Dieu. Et toutes les occasions, un personnage politique de sa trempe et qui s'expose devant Dieu, qui chante pour lui, pour la gloire de Dieu, je crois qu'il n'y a pas mieux à espérer. Et c'est salutaire, il faut... N'est-il pas en train de vous tourner dos progressivement, laisser de côté la politique et s'occuper de l'œuvre de Dieu? Oui, peut-être, parce qu'il avait pris l'engagement avant de quitter le pouvoir qu'il allait devenir pasteur. Il avait dit, on l'avait appris, donc peut-être que c'est ce chemin qui se dresse, et ça va être tant mieux, mais je ne pense pas en tant que acteur politique, en tant qu'ancien chef d'État, président d'honneur du Parti Les Démocrates, je ne crois pas qu'il ait la volonté de se démarquer définitivement de la politique. Je ne pense pas que ça soit possible. Allez, les élections générales à venir, comment vous les entrevoyez? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que le Bénin doit faire pour réussir? Parce que ce sera une première expérience. Non, ce que le Bénin doit faire pour réussir, c'est déjà de pacifier le processus, d'éviter qu'il y ait des crises. Parce que nous avons 3 élections en vue en 2026. Les élections législatives, les élections communales et locales et l'élection présidentielle. Ça va être une période électorale. Donc, il faut éviter qu'il y ait de grincement dedans. Il faut éviter qu'il y ait de goulot d'étranglement. Il faut pacifier le processus. Il ne faut pas donner à réfléchir. Il ne faut pas donner à inquiéter. Il faut que l'on mette le peuple dans la sérénité pour aller à ce jour électoral. J'espère que le génie du peuple béninois, encore une fois, s'en sortira grandi. D'accord. On va parler à présent de l'Afrique, du terrorisme. Oui, voir un peu quelles sont vos propositions, quelle est cette réponse efficace que les pays africains peuvent apporter à ce fléau, des pays qui font face aux attaques répétées de groupes armés. Notre pays, le Bénin, vit dans la peur, la psychose depuis un bon moment avec les événements qui se passent dans le nord du pays. Alors, quelle est votre analyse de cette situation qui nous frappe, qui nous touche dans la sous-région ouest africaine et au Bénin? D'entrée, je dirais que avant d'être un problème de sécurité, le terrorisme est d'abord un problème de gouvernance. C'est d'abord un problème de gouvernance. Parce que cela commence généralement par des situations de frustration. C'est-à-dire, il y a des régions qui sont abandonnées au titre de la gouvernance de l'État. Et ces régions, une fois abandonnées, parce qu'elles n'ont pas d'eau, elles n'ont pas d'électricité, elles n'ont pas de salle de classe, etc., elles sont frustrées. Dès lors qu'elles sont frustrées, cela génère des extrémistes qui peuvent être violents ou non violents.
Et ça débouche sur le terrorisme. Ouais. Donc, c'est un problème de gouvernance. Généralement, c'est des frustrations. Frustration au plan social, frustration au plan identitaire, frustration au plan politique. Ouais. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faut juguler. Qu'il vous souvienne, la première attaque qui avait fait objet d'enlèvement de 2 Français et d'1 guide, c'était le 1er mai 2019. Oui. Qui vous souvienne aussi qu'en mai 2019, nous avons connu des crises politiques ici, 1er et 2 mai 2019, liées aux élections législatives. Dans la foulée, il y a cet enlèvement-là. Heureusement, les Français ont négocié pour pouvoir reprendre les 2 Français, mais le guide béninois a été tué. Juste là, personne n'a cherché à savoir pourquoi le guide béninois a été tué sur le sol béninois alors que les Français ont été sauvés. Donc, c'est une question. Après ça, vous devez constater que le 3 mars 2021, on a arrêté notre compatriote, Réki Amadougou. Élection présidentielle. Le 15 avril, on a arrêté Joël Aïvo. 2021. Qui vous souvienne aussi que le 16 août 2021, l'ancien maire de Djougou, Malik Gomina, a fait une déclaration pour dire qu'il est inquiet parce que les jeunes pourraient être recrutés par les groupes terroristes. Il avait dit, c'était une annonce. Mais effectivement, dans la même année, le 2 décembre, nous avons connu une attaque. Et ça a continué. Ça s'enchaîne jusqu'aux attaques récentes. Donc, première chose, sentiment de frustration. Deuxième chose, faisons en sorte d'éviter les crises politiques. Parce qu'on pense que, généralement, il n'y a pas de lien entre les crises politiques et le terrorisme. C'est pas vrai. Oui, mais est-ce que ici, c'est pas différent un peu de ce qui se passe, par exemple, au Nigeria, dans d'autres pays où, disons, la redistribution des richesses pose problème. Ici, ce sont des groupes qui viennent de l'extérieur pour nous attaquer, non? Qui ont quitté la sous-région d'où ils ont été chassés. Qu'est-ce qui vous a dit que c'est des groupes qui viennent de l'extérieur? Aujourd'hui, les groupes terroristes recrutent dans les nationaux. 80% des terroristes au Burkina sont des Burkinabés. 80% de ceux qui animent les groupes terroristes au Burkina sont des Burkinabés. Donc, c'est ce sentiment de frustration. Nous vivons avec les terroristes. Parce que dès lors qu'ils sont frustrés et qu'on leur offre une idéologie de protection avec les moyens qui vont avec, ils se laissent aller. Et ils tournent leurs armes contre leur communauté. Pour se faire entendre, l'objectif c'est de se faire entendre. C'est pourquoi la répression, moi je dis la répression, pour lutter contre le terrorisme, la répression n'a pas à être forcément militaire. Il faut une approche holistique. Il faut développer plusieurs paradigmes. Il faut d'abord donner satisfaction à ceux qui sont frustrés. Ouais, d'accord? L'Algérie et la Mauritanie ont fait l'expérience de la démobilisation et de la déradicalisation. Pour tendre la main aux terroristes, les réintégrer, les disgracier, pour les intégrer dans la population. Ici, ça va marcher? Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça dépend de comment on aborde ces formes de solutions. Donc, ça vous dit qu'il n'y a pas que la solution répressive pour lutter contre le terrorisme. Il faut privilégier la solution préventive. Les crises politiques que nous connaissons dans le pays, il suffit de pacifier ces crises-là, de s'asseoir autour de la même table pour régler les questions. Quand vous allez au Nigeria, qu'est-ce que ceux qui appliquent la charia disent, les terroristes, les Boko Haram, ils disent, si l'État laïque n'a pas pu régler les problèmes de développement, qu'ils espèrent qu'à travers la charia, les problèmes de développement vont être réglés. Sentiment de frustration. 60% des terroristes au Kenya disent que c'est la façon dont l'État kenyan gère lutte contre la criminalité, que c'est ça qui leur fait adhérer au groupe terroriste. Al-Shabaab et Boko Haram, on a fait une enquête sur 495 personnes. Quelles sont les raisons qui vous amènent à adhérer au groupe terroriste? Ils disent c'est les abus du pouvoir. C'est les abus du pouvoir, l'injustice, que c'est ça qui les fait adhérer
au terrorisme. Oui, Du coup, il faut régler ces questions-là. Je vais finir en vous disant, j'ai suivi une conférence animée par le président de la CRIET la semaine passée, qui a donné une information capitale. Il a dit quoi? Il dit, à la date d'aujourd'hui, nous avons 746 détenus pour faire du terrorisme. Et que l'État dépense sur les 746, 67 millions par mois pour leur entretien alimentaire. Par an, ça fait 800 et quelques millions. Pour 5 ans, ça fait 4 milliards et quelques. Pour 5 ans. Mais quand vous prenez 4 milliards et quelques, vous imaginez quel investissement on peut faire pour les communautés, pour les assagir, pour qu'ils quittent ces groupes-là, pour se reprendre. Je ne vais pas exposer toutes les solutions ici, sur un plateau de télévision, mais je pense que les solutions existent. On peut travailler pour. Il faut privilégier la prévention beaucoup plus que la répression militaire. Qu'en est-il de la présence de l'État dans ces zones-là où les jeunes sont fortement recrutés aujourd'hui par les groupes terroristes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement changer la donne? Oui, ce qu'il faut faire déjà, c'est qu'il faut offrir des alternatives à ces jeunes. Lui, il est méchant volontairement. J'ai l'habitude de dire, nous juristes, on dit, il faut rechercher ce qui amène le criminel à commettre le crime. Peut-être qu'il a étudié, c'est un peu comme les cybercriminels. Ils ont étudié, beaucoup ont étudié, parce qu'il faut être intelligent pour pouvoir manipuler l'intelligence artificielle, l'ordinateur, etc., pour escroquer les gens. La situation de précarité dans laquelle les gens vivent, il faut régler ces questions-là. Il faut aller sur le terrain où l'État est absent, construire des infrastructures, mettre les gens dans l'épanouissement. Quand vous réglez ces problèmes-là, vous allez juguler progressivement la crise, en tendant la main à ceux-là et les réintégrer. Parce qu'il ne suffit pas de dire, bon voilà, les terroristes, ils sont terroristes, et les mettre en marge. Il faut travailler à leur reddition. Et une fois la reddition faite, vous les intégrez dans la société. Alors, je pense qu'il y a une panoplie de solutions. Je ne vais pas tout exposer sur ce plateau. Vous pensez que la solution militaire n'est pas celle qu'il faut adopter? Vous pensez également que la présence des forces étrangères qui nous aident à lutter contre le terrorisme n'est pas la meilleure? Non, je n'ai pas dit ça. Oui. Mais il faut... c'est une question que je vous pose. Je pense qu'il faut... La solution militaire, sans doute, pour être efficace, mais elle n'est pas la seule solution à appliquer. Oui. Moi, je privilégie la solution préventive. Je privilégie la solution préventive. Vous voyez, la CEDEAO a dit, à titre de recommandation pour lutter contre le terrorisme, a dit quoi? Il faut renforcer les mécanismes démocratiques dans les États de l'Afrique de l'Ouest. Première chose. La CEDEAO a dit, il faut mettre fin aux abus, les tortures. Il faut mettre fin. L'emprisonnement arbitraire, il faut mettre fin. C'est tout ça qui génère le terrorisme. Donc c'est des recommandations, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CEDEAO qui le dit. Donc, ça veut dire qu'il y a africains le même problème. Pratiquement. Pratiquement. Nous sommes à pratiquement 3 minutes de la fin de cet entretien, de cette émission Zone Franche. On va rappeler aux téléspectateurs que vous êtes également auteur d'un essai sociologique que vous avez titré « Bénin, démocratie à rude épreuve ». Qu'avez-vous retracé dans ce livre et qu'avez-vous apporté comme solution? Oui, je crois que je ne pourrais pas le dire parce que ça fait quand même beaucoup de pages. Je dirais les points saillants. Oui, l'histoire politique de notre pays depuis la conférence nationale. Vous voyez, les limites de notre processus démocratique. J'ai évoqué le cas de 96, les élections présidentielles que nous avons connues, ce que nous avons vécu en termes d'insuffisance. J'ai évoqué le cas de l'élection présidentielle de 2011, le chaos, le traditionnel chaos. J'ai évoqué la situation de crise politique en 2019 liée aux élections législatives. J'ai évoqué beaucoup de choses. J'ai relevé les imperfections éventuelles de notre constitution et j'ai fait des propositions. Donc c'est un ensemble de propositions sur lesquelles j'ai travaillé et que j'ai essayé de... Les propositions que vous avez eu à faire devraient nous amener à réviser la Constitution. Bien sûr, mais dans une approche consensuelle. Ça ne devrait pas être une révision à pas forcer. On est d'accord, ça ne devrait pas être une révision à pas forcer, tel que ça a été fait en 2000. Moi, je n'ai jamais été en phase avec la révision de 2019. Parce qu'on ne peut pas faire une révision. Parce que la Constitution est un instrument politique autour duquel il faut réunir tous les acteurs avant de le réviser.
avant d'y toucher. Est-ce qu'on peut vraiment avoir consensus autour d'une révision bien de sûr, la Constitution? Bien sûr, la preuve que la Constitution de 91, oui. Ça fait objet de consensus. Ça fait objet de consensus. Oui. Pardon? Oui. Non, le contexte est beaucoup plus approprié aujourd'hui qu'en 2011. Le contexte est beaucoup plus approprié parce qu'en 2011, la situation était telle que il y avait le président Mathieu Kérékou qui était au pouvoir. En 1991, pardon. La situation était telle qu'il y avait le régime révolutionnaire qui était au pouvoir et qui était résistant. Il lui fallut la volonté politique du président Kérékou pour qu'on avance. Donc le contexte est beaucoup plus approprié aujourd'hui. La seule chose qui a manqué en 2019, c'est qu'on n'a pas rassemblé tout le monde. On n'a pas rassemblé tout le monde. L'expérience de législative, vous allez reprendre? Ça vous plaît bien ou vous allez vous occuper de vos affaires? Le temps me fixera. Voilà. Le temps me fixera. D'accord, c'est pratiquement la fin. Votre mot de fin? Je voudrais vous remercier pour m'avoir donné l'occasion d'opiner sur ces sujets d'actualité. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions nous asseoir, améliorer notre vivre ensemble. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays-là. Voyez-vous, le gouvernement actuel fait des efforts sans doute, mais il faut rassembler davantage pour que nous puissions nous dire ce pays nous appartient à nous tous. Chacun doit apporter sa modeste contribution pour son édification. Et nous avons connu beaucoup d'errements et il est temps qu'on puisse corriger tout et avancer dans ce pays-là. Je vous remercie de cette opportunité que vous m'avez donnée. Docteur Raoul Glessoubé, docteur en droit privé, expert international en gouvernance démocratique. Il est l'invité de Zone Franche de ce dimanche. Mesdames et messieurs, nous avons parlé politique, nous avons parlé également de la Cour constitutionnelle, nous avons parlé insécurité, notamment le terrorisme qui prend des proportions inquiétantes en Afrique. Nous avons également parlé de son essai sociologique, auteur du livre « Bénin, une démocratie à rude épreuve ». Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Zone Franche.